J'ai un petit témoignage à faire. L'homme lion, ok. Au fait, moi, j'étais chrétien avant et Ok. j'ai commencé à me poser des questions sur la religion. Comment se fait-il qu'il y a un monsieur qui est venu sur Terre? On dit qu'il est venu apporter le bonheur aux gens et comment se fait-il qu'il s'est révélé qu'à une partie du monde et non au reste du monde? J'ai commencé à me poser plein de questions. Après, j'ai commencé aussi à me poser les questions sur l'origine de l'homme, de l'être humain. D'où vient le nom? Que signifie le nom? Et j'ai commencé à faire un peu quelques recherches. J'ai commencé à déjà voir, j'ai vu que certains documentaires sur la France, comment on a commencé à attribuer les noms aux gens, qu'est-ce qui signifie le nom. Au fait, je discutais un jour avec un de mes amis. Il me disait qu'il a accouché, il a une fille, il a sa femme enceinte et elle va bientôt accoucher. J'ai dit d'accord. Il me dit qu'il va lui donner un nom et tout. Ça m'a tiqué un peu. Je dis, ah bon, tu vas donner un nom, quel nom tu vas lui donner à ton enfant? Il lui a donné un nom de l'église. Et j'ai commencé à me poser des questions. Un jour, je lui ai posé la question, je discutais avec un monsieur, on parlait de religion et tout. Bon, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à Jésus-Christ, comment on dit qu'il est venu sauver les gens, avec pourquoi il est venu sauver les gens et le monde est de plus en plus méchant, il y a de plus en plus de mauvaises choses qui se passent sur la terre, pourquoi il ne s'est pas révélé à tout le monde afin d'éclaircir le monde. Et après, l'origine du nom m'est venue subitement. Je me suis dit, mais attends, comment, quand tu accouches ton enfant, tu lui donnes un nom? Que signifie le nom? J'ai commencé à comprendre que mais le nom définit quelque chose. Si tu arrives à définir quelque chose avec le nom, ça veut dire que tu contrôles la chose. Et quand tu contrôles quelque chose, ça veut dire que tu maîtrises la chose. Tu peux faire déjà ce que tu veux. Par exemple, quand on dit par exemple un couteau, si tu dis à un singe ou à un lion, qu'est-ce que signifie un couteau, il ne saurait pas quoi te dire. Il va te regarder, il ne saurait pas quoi te dire. Mais tu dis à un être humain, que signifie le couteau? Il va dire le couteau sert à tuer, couper, cuisiner, tuer, faire tout ça englobe beaucoup de choses. Alors je me suis posé la question, mais comment se fait-il alors que celui qui a créé le monde entier s'est permis de s'attribuer un nom afin que les êtres humains le définissent et comprennent qui il est? J'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque si celui qui a créé le monde s'est donné un nom, soi-disant comme les autres disent qu'il s'est donné un nom, ça veut dire qu'il s'est limité à un nom, il s'est limité aux hommes, il s'est limité il est au même titre que les hommes aujourd'hui, il n'est plus le créateur, il est juste une idéologie. J'ai commencé à comprendre déjà et j'ai posé un jour la question à un prêtre, que signifie Jésus-Christ? Il me dit Jésus-Christ c'est celui qui sauve, celui qui est, il a commencé à me donner plein de trucs. J'ai dit d'accord, donc ça veut dire que tu connais Jésus-Christ alors si tu me dis qui est Jésus-Christ? Il me dit oui, il connaît Jésus-Christ à travers la Bible. J'ai dit non, personnellement, arrête de dire la Bible et tout. Personnellement, tu connais Jésus-Christ parce que si tu dis le nom signifie cerner quelque chose. Quand tu dis déjà, tu donnes le nom à quelque chose, ça veut dire que tu connais la chose, tu cernes la chose, donc tu connais Jésus-Christ personnellement. Il me dit non, selon la Bible et tout. J'ai dit non. Puisqu'on parle du nom, bon, ça a commencé à ticter un peu et tout. Et un jour, bon, je ne suis pas sorti de la religion à cause de ça, je suis tout resté un jour. Ma soeur a eu un problème de santé et tout. Elle m'a appelé, j'étais pas bien et tout. Je lui ai dit, bon, t'inquiète pas, il y a Jésus-Christ. S'il est vraiment Seigneur et Sauveur, tu vas retrouver la guérison. Ça n'a pas fait une semaine, on m'a appelé que ma soeur est décédée. Donc j'ai dit, bon, allez, bon. Ça veut dire que ce que je voulais comprendre, c'est arrivé. Bon, ça veut dire qu'on est dans le mensonge et tout. On vit vraiment dans le mensonge. Bon, j'ai commencé à me poser, je suis un peu rentré un peu en arrière vraiment pour véritablement comprendre ce qui se passe. J'ai compris que le monde entier en général, les hommes ont créé les religions pour dominer les semblables. Comment? Les hommes ont créé les religions parce que j'ai compris que l'être humain, normalement, véritablement, il n'y a aucun être humain qui peut dominer son semblable. Peu importe ta force, peu importe ton degré de force et tout, tu ne peux jamais dominer un être humain physiquement. Parce que dès que tu vas se laisser le dominer, soit il va se donner la mort, soit il va quitter. Alors,
Pour le maintenir dans la dominance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui créer un dieu. J'ai commencé à comprendre que même les religions africaines, chinoises et tout, ils ont battu les dominations sur des religions pour faire peur à l'homme et pour mettre l'homme à l'esclavage. Comment se fait-il? Quand tu vas en Afrique, ils ont des rites africains. Il y a des rites africains en Afrique. Ils te disent les ancêtres. Il y a les royaumes en Afrique avant que le monde ne soit comme il est aujourd'hui. Il y a eu les royaumes en Afrique. Que quand tu vas, ils te disent je suis le gardien des ancêtres, je suis le gardien des traditions. Ça va, je te pose une question. Ça va, je te pose une question, l'homme lion. Oui, vas-y. Est-ce que la religion, elle te fait encore souffrir aujourd'hui dans ta vie? Elle a un impact encore ou pas? Moi? Oui. La religion n'a plus, pour moi, c'est un papier de cul que je peux me torcher le cul avec, toutes les religions. Hein. Et pourquoi tu viens en parler? Quelle différence tu veux faire? Qu'est-ce que... Pourquoi tu penses que c'est important que tu témoignes aujourd'hui? C'est important que je témoigne parce que, bon, j'ai quand même compris que la religion nous a un peu éloignés de véritablement qui nous sommes. Mais malgré ça, il y a quand même... quand je regarde tout ce qui se passe sur la Terre, quand même, tout ce qui se passe, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, je vois qu'il y a quand même une origine. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui existe. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe, mais ça n'a rien à voir. Tu veux que tes contemporains, ils aient un esprit critique comme toi, qu'ils changent d'avis, Oui, j'aimerais ça. J'aimerais qu'ils essaient un peu de s'ouvrir et de s'ouvrir un peu. C'est ça, c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. J'aimerais qu'ils essaient un peu de s'ouvrir, d'arrêter d'être fermés parce que le but d'être sur cette terre, c'est de chercher à exister, non de mourir. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. En islam, on te dit al-akhira khayru min al-dunya, was-salatu khayru min al-nawm. Donc la vie future est plus importante que la vie présente. Non, c'est pas ça. Il faut bien traduire les choses. Ouais, vas-y, comment dire. On est des athées, donc on va faire le travail de traduction d'un athée. Dis-moi. La vie après la mort est plus importante que la vie avant la mort. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment typique de gens qui ne prennent pas la mort au sérieux, tu vois. Si tu prends pas la mort au sérieux, tu dis non, mais après la mort, j'ai encore une chance, il y a encore des choses, il se passe des trucs. Si tu prends la mort au sérieux, tu dis non. Je vais faire de mon mieux, de mon vivant, soit pour faire du bien à moi-même, soit pour faire du bien aux autres. Mais si tu prends pas ça au sérieux, tu dis non, mais plus tard, on recommence, on réessaie. C'est mon opinion personnelle, ça. Non, mais le problème, c'est que si tu fais du bien à l'autre, c'est à toi-même que tu te fais du bien. Tu fais du mal à l'autre, c'est à toi que tu te fais du mal. Tu n'as pas besoin de dire que je fais du bien pour être récompensé. Parce que si tu fais du mal, eh ben, en retour, on te fait aussi du mal. Si le monde est... Je veux raconter une petite histoire. C'est des dealers que j'ai rencontrés un jour. Ils se sont dit, oh, on s'en fout de la police et tout. Je lui ai dit, d'accord. Tu veux quel genre de monde pour toi? Il me dit, je vais un monde où je fais mon trafic tranquillement et tout. J'ai dit, d'accord. Bon, admettons que tout le monde se met à faire le trafic comme toi tu fais. Tout le monde se met à faire les mêmes conneries que tu fais. Comment tu vas prendre la chose? Il a dit, non, il veut pas de ce monde-là. Il veut pas de ce monde-là. J'ai dit, voilà. Donc, ne dis pas que tu veux pas de ce monde parce que tu vas avoir des boucs émissaires que tu vas marcher dessus. C'est tout. Donc, moi, quand je vois les gens dire qu'à cause de la religion, je suis devenu quelqu'un de bien. Non, c'est pas à cause de la religion. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Et tu vas trouver aussi quelqu'un de mauvais sur ton chemin. C'est tout. Les gens trouvent toujours des excuses en disant que non, je fais du bien à cause de la religion. Non, tu fais du bien à cause de toi. Tu fais du mal, on va te faire du mal. C'est comme ça. C'est les règles de la nature. Je te remercie. Oui, c'est intéressant, je te remercie. Okay. Jack, Cassius, d'autres questions? Shana? Non, moi, ça veut dire aujourd'hui, t'as pas de religion. Non, je ne crois à aucune religion, mais je ne crois à aucune religion, mais comme je sais que je suis né d'un père, d'une mère, avant de naître, j'étais quelque part, je crois quand même qu'il y a quelque chose que je ne peux pas avoir l'audace de définir, parce que si j'arrive, je dis, je veux définir quelque chose qui m'a créé, que je ne sais même pas comment j'ai été conçu, que je n'ai même pas vu comment j'ai été conçu, ça veut dire que je veux me mettre au même pied d'égalité avec cette chose, avec ce créateur, ou bien cette chose, ou bien quoi. Donc, je ne me mets pas à ce diapason en disant que je connais cette chose-là. Je sais quand même qu'il y a quelque chose, c'est tout. Mais tu cherches à connaître quelque chose ou pas? Si, je sais. C'est pas... Moi, j'aimerais savoir tu es dans un pays subsaharien ou pas?
Non, je suis pas dans. Je suis ressortissant d'un pays subsaharien, oui. Lequel? Le Cameroun. Et comment ça se passe au Cameroun? Par rapport à la religion, Yes. bon, c'est un pays, franchement, la religion ne dit rien à personne. Bon, il y a les gens qui vont, les gens pratiquent la religion juste parce que, bon, ils ont besoin de l'espoir, de tout et tout, mais C'est quoi sinon, la religion dominante là-bas? bon, il y a deux religions dominantes au Cameroun. Il y a le christianisme, il y a l'islam. Il y a l'islam et le Christianisme, christianisme. oui. Et comment ça se passe la cohabitation? Pour le moment, ça va. Ça va, ça Il y a se passe ja- bien. il y a jamais eu de problème. C'est que, bah, à peu près. Non, Si... il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. Par contre, quand tu es avec un musulman, là-bas, dès que tu dis, peut-être même si ta famille et tout, il suffit que tu sortes un petit mot, par exemple, l'islam n'est pas une bonne chose. Il va te sortir le couteau directement en disant, je veux te tuer, tu as parlé mal de ma religion. Et tout, voilà ce qui se passe. Si tu t'amuses à lui parler mal, il va chercher à te pointer, même si c'est ta famille, hein, c'est pas, c'est comme ça se passe, ça va. Donc, quand Et tu vis si, avec un et si tu fais la même chose avec un chrétien? il s'en fout. Le chrétien, lui, s'en fout. Non, parce que ça m'intéresserait beaucoup de savoir, de connaître Non, comment en ça se fait, passe là-bas au Cameroun et pourquoi. C'est quoi en termes de pourcentage à peu près? Est-ce qu'il y a plus de chrétiens que de musulmans ou plus de musulmans que de chrétiens? Non, il y a peut-être 60% de chrétiens, peut-être 40% de musulmans, en pourcentage. Donc tout le monde est religieux au Cameroun. Non, pas forcément, hein. Pas forcément. J'ai dit national, mais sinon il y a ceux qui sont traditionnalisme, ils adorent les crânes et tout. Il y a d'autres qui sont athées. Il y a beaucoup d'athées aussi. Est-ce Mais que on peut pas- est-ce que c'est régional, la répartition des religions? On peut dire ça, oui. On peut dire ça, puisqu'il y a certaines régions comme le nord qui est beaucoup musulman, oui, Donc le nord est musulman et le sud est chrétien. et chrétien, oui. Et c'est quoi la région la plus développée? Le sud, Le sud est plus développé que le nord. oui. Ok. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Mais Léon. en termes de propagation, c'est important, Jack. Juste par rapport aux 20 dernières années, en termes de pourcentage de population, est-ce que les musulmans augmentent en pourcentage plus que les chrétiens? Si on remonte 20 ans en arrière, ou 30 ans, ou 40 ans en arrière, est-ce que les chrétiens étaient beaucoup plus majoritaires que les musulmans? Ça, je ne saurais le dire parce que je ne m'intéressais pas vraiment à cette époque-là. Bon, c'est maintenant que je Ok. m'intéresse. Mais Merci. je ne saurais pas, quoi. Merci beaucoup, Lomnion. Prends soin de toi. Ok, bonne soirée, au revoir. Ciao. Bonsoir, Médusa. Oui, bonsoir, vous allez bien? Ouais, très bien. Et toi? Oui, très bien, merci. Tu as Moi, écrit le chiffre 1 c'est ça, oui. en titre. C'est pour raconter un peu ma petite histoire. Je viens d'une famille musulmane algérienne. J'habite en France. Je suis née en Espagne, par contre. Et à 18 ans, on a tous déménagé en France. Et j'ai toujours eu... mes parents, ils ont toujours été très, très pratiquants. Maintenant encore plus, j'ai l'impression. Et moi, j'ai toujours eu des questions par rapport à l'islam que je posais à mes parents, mais j'ai jamais eu les réponses en fait que je cherchais. Par exemple, quand j'allais en vacances en Algérie, je voyais en fait cette discrimination envers les femmes. Et j'étais très très petite, mais je me posais beaucoup de questions, mais j'avais jamais de réponse. Ensuite, je pense le déclic un peu que j'ai eu, c'était par rapport à mon petit frère, qui m'avait avoué qu'il
qu'il était gay du coup. Et c'est là en fait où je me suis dit en fait je trouvais pas normal de suivre une religion dans laquelle mon frère il n'était pas accepté, il était puni par la charia, voilà. Donc mais je connaissais pas le mot apostasie, rien du tout. Donc je me posais pas beaucoup de questions, je disais juste bon je viens d'une famille musulmane donc je reste musulmane quoi. Jusqu'à il y a quelques temps, peut-être il y a 3 ans, où je pratiquais pas du tout. J'étais encore musulmane, hein, mais je mangeais du porc, je buvais, enfin voilà, je priais même pas, rien du tout. Une bonne musulmane. Hein. C'est ça. Et il y a quelques mois, j'ai commencé un petit peu plus à approfondir en fait mes recherches sur l'islam. Et c'est là en fait où j'ai trouvé toutes les atrocités que vous dites, exactement tout. Et ça m'a fait un petit peu un choc en fait, et c'est là en fait où j'ai décidé que c'était fini en fait, que j'en pouvais plus. C'était Donc trop. c'était à combien de temps exactement? Peut-être 1 an. Ça va faire 1 an. Ok. Et comment ça se passe avec la famille? Ils le savent pas. Ma mère, justement ma mère, Tu me permets des questions indiscrètes ou pas? Oui, bien sûr. Et pour l'homosexualité de ton frère, est-ce qu'il accepte ou pas, tes parents? Non, ils savent pas non plus. Ils savent pas non plus, ok. Non, personne. Ok. Ils le cachent, enfin, ils ont des doutes, hein, mais je pense qu'ils se voient la face parce que, voilà, mon frère, il a toujours été, entre guillemets, un petit peu féminé, mais... Est-ce que tu penses que c'est à cause de l'islam que ton frère soit obligé de cacher ça? Ah oui, bien sûr, à 100%. Parce qu'il ne cache pas mes parents, hein. En dehors, il se cache pas avec ses amis, il est vachement ouvert. Même dans la rue, enfin, il se cache pas. Il y a que avec mes parents, en fait, qui peut pas, en fait, être lui-même. Bon, Est-ce que tu aimerais le leur dire ou pas? Par rapport à mon frère ou par rapport à moi? Non, par rapport à toi. Si ton frère était là, je lui aurais posé la question à lui. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de débats avec mes parents, surtout avec mon père. Mon père, il est un petit peu plus tolérant avec moi. Il me dit, Benti, enfin, cherche pas à savoir. Si tu commences à chercher, tu vas apostasier. Du coup, moi, je dis rien. Ma mère, par contre, je lui ai parlé du coup, là, en ce moment, je suis avec un non-musulman. Je lui ai parlé de ça, mais il a complètement pété un câble. Elle m'a dit je lui ai même pas dit que j'étais pas musulmane. Je lui ai juste dit que j'étais avec un non-musulman. Et elle m'a carrément dit que si je finissais ma vie avec lui, qu'elle allait me laisser et repartir au bled. C'est-à-dire qu'elle allait te laisser, je parle. Qu'elle allait me renier, en fait. Renier, ok. Oui. Ouais, c'est... Ouais. Donc ça ne te pousse pas vraiment à être sincère avec tes parents? J'arrive pas. En fait, pour eux, c'est tellement... En fait, toute leur vie, c'est vraiment autour de l'islam. Tout ce qu'elle fait, ma mère, dès qu'elle se réveille jusqu'au soir, elle prie. Avant de dormir, elle lit le Coran. Toute la journée, elle écoute des imams. Donc, elle est complètement, en fait, matrixée. Je vais laisser Ali Baba, parce que je crois qu'il a une question à te poser. Mais j'aimerais que tu discutes avec Shama. Oui. Parce que je pense que elle est plus apte à te comprendre. Moi, oui. je peux essayer, mais bon, oui. C'est pas sûr. Juste une question. En tout cas, merci pour ton courage, Médusa. Merci. Juste une question de curiosité, je te laisse échanger avec Shama. Oui. Mais c'est quoi la pire horreur que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a fait faire un déclic quand tu as lu? Aïcha. Merci. Ouais. Merci, je te laisse entre les mains de Shama. Merci pour ton témoignage. Aïcha nous a tous fait sortir de l'islam. C'est de la fautif. Est-ce que j'ai peut-être pas entendu, mais désolée si je répète la question. Est-ce que tu en as parlé à ta famille par rapport à ça? De sortir de l'islam?
Bah, en fait, quand je débat avec mes parents, surtout, je débat beaucoup par rapport à Aïcha. Et c'est surtout ma mère, en fait, qui est assez violente verbalement, entre guillemets, qui me dit qu'elle sait au fond d'elle que je vais apostasier ou que j'ai apostasié. Donc, si c'est le cas, en fait, que je le dise tout de suite, comme ça, c'est fait. Et comme ça, bah, elle pourrait me renier pour une... Enfin, voilà. Est-ce que tu penses, donc tu l'as pas dit alors, Non. Non, non. est-ce que justement, plus tu tardes à le dire, plus tu prolonges, tu sais, on l'a tous ressenti, on a tous cette, en tout cas pour ceux qui ont apostasié Mm. et qui ont une famille musulmane, passer par le moment, ce moment difficile, la douleur de devoir le dire, donc l'annonce, et, euh, et on ne veut pas passer par le moment où ils vont être choqués ou tout ça. Est-ce que c'est pas le mieux en tout cas, ce ne serait pas de le dire pour au moins c'est fait une fois pour toutes. Bah, j'ai beaucoup réfléchi en fait et je pense que mon cas il est un petit peu spécial entre guillemets parce que déjà ma mère elle est en dépression depuis un moment et c'est la religion en vrai qui l'aide vraiment beaucoup hein. Je dirais vraiment si elle serait pas musulmane, je pense que voilà. Donc dire ça à ma mère, je pense que ça la briserait plus que qu'autre chose. C'est pour ça en Mais fait que j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. parce que dans tous les cas, toi, bon, je pense que tu songes à faire ta vie aussi. Oui. Tu es quand même confronté à deux problématiques, qui est ta vie amoureuse et quand même la religion que tu as quittée. Donc dans tous les cas, finalement, tu vas avoir dans l'un ou l'autre, tu vas avoir un problème. Enfin, C'est clair, oui, oui. J'ai même essayé de convaincre mon copain. Enfin, c'est pas, je sais que c'est pas bien, mais j'ai essayé de lui convaincre. En fait, je lui ai dit, fais genre. Mais en vrai, c'est pas la bonne solution. Je le sais. J'ai pas envie non plus de dire à mes enfants, ouais, mentez aussi, dites que vous êtes musulmans. non, je peux c'est pas. faire ça. Franchement, je te conseille de vraiment pas faire ça. Mm, mm, Tu dormiras mieux sur tes deux oreilles. En tout cas, tu vas avoir la conscience tranquille. mm. Donc j'espère juste avoir le courage un jour. Et il y a des gens qui demandent si mon frère il est musulman. Mon frère il a apostasié aussi en même temps que moi, donc voilà. Bah, au moins, t'as de la Oui. compagnie, on va dire. Voilà, oui, oui, je suis pas toute seule, donc heureusement que ça. Ouais, ouais. Mm. Bon, en tout cas, mon conseil, je pense que pas mal seront d'accord avec ceci, c'est vraiment de pas tarder, quoi. Enfin, Mm. ou alors vraiment que ce soit fait, parce que tu vas plus en souffrir de ne pas le dire que de le dire. Tu vois, c'est un petit peu comme la piqûre. Mm. Au moins, tu vois, tu piques une fois, ça y est, c'est terminé. Tu vois. C'est Voilà, ça. mais en tout cas, je te souhaite tout mon soutien, je te donne tout mon soutien, tout mon amour, tout ce que tu veux. Enfin, tout ce qui peut en tout cas, te mettre bien, te sentir bien. Et voilà, j'espère que tu prendras en tout cas la décision. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Peut-être deux points pour toi. Il y en a un, c'est si tu as besoin de parler à des gens, et pour tous ceux qui nous écoutent, hein, il y a le cercle des apostats qui existe. Donc Oui, je suis dedans. Ah bah, super. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te sert ou pas d'être dedans? Ah oui, vachement. En fait, j'ai trouvé des gens qui sont un peu dans la même situation que moi, alors que dans mon entourage, il y a mon frère, mais pas mes amis, pas des connaissances. Donc, surtout mentalement, ça aide vraiment beaucoup. Je suis content d'entendre ça. Merci. Et la deuxième chose, c'est pour te dire que effectivement, moi je comprends que c'est une décision très difficile parce que moi je l'ai prise et je sais que ça a fait énormément souffrir ma mère. Et c'est ça que je reproche à l'islam et que malheureusement je reproche aux musulmans de ne pas améliorer. C'est que quitter l'islam te force à sacrifier le bien-être de ceux que tu aimes. Au moins ton bien-être à toi et au pire le bien-être de ceux que tu aimes. Parce que je sais maintenant que ma mère, par exemple, tous les jours, elle s'imagine que je serai en enfer. Et c'est une torture psychologique que tu veux à personne que tu aimes. Je suis d'accord. Donc je comprends tout à fait que c'est un sacrifice qu'on te force à faire. Et je te soutiens. Je sais que c'est dur pour toi et je sais que c'est dur pour ta mère, même si ça ne devrait pas être dur pour elle. C'est pour ça que je me bats, moi. D'ailleurs, Ali Baba, il y a une question, je me suis toujours posé cette question. On dit que quand tu vas au paradis, tu te sens bien. C'est l'endroit où tu te sens le mieux. Si tu es une mère
et que tu vas au paradis et que tu sais que ton fils est en train de souffrir en enfer, est-ce que tu es bien? Je t'assure, je me suis toujours posé cette... Ou alors il y a un subterfuge. Est-ce qu'il y a une réponse à ça dans les textes Oui, oui. islamiques ou pas? Oui, oui. En fait, on va te reprogrammer pour que tu ne ressentes plus cette douleur pour ceux que tu aimes. Mais du coup, un de mes collègues, Atarax, qui est un étudiant d'Al-Azhar aussi, me disait souvent, mais si on te reprogramme comme ça, est-ce que tu es encore toi-même? Donc tu sais, par exemple, les femmes, elles sont reprogrammées pour ne pas être jalouses de leur mari au paradis, qui aura 70 houris avec qui il couche tous les jours. Et toi, tu es reprogrammé pour ne pas avoir mal au cœur pour les gens que tu aimais sur Terre. Voilà. C'est ça la réponse. Donc non, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. Donc, C'est-à-dire c'est une autre personne qui est au paradis, à ta et place. qui se sent bien, et qui se sent bien pour toi. Voilà. Qui n'a pas tes souvenirs, qui n'a pas tes émotions, qui n'a pas tes... Ouais. Donc au final, le paradis islamique, c'est une dystopie, tu vois. Mais c'est une question que je pense qu'il ne faut pas poser à moi, il faut poser à un musulman. Est-ce que tu te sens bien? En même temps. Ouais. Pardon? Moi qui suis fan de science-fiction, peut-on créer un monde où le bonheur est absolu sans que ça soit une... On va pas parler en dystopie, sans que ça soit une anti-utopie. Ben, Voilà, tu sais, parce que dystopie, c'est que les gens ont conscience qu'ils sont en train de vivre une dystopie. C'est-à-dire, mais une anti-utopie, c'est tu vis une dystopie, mais tu n'en as pas conscience. C'est une anti-utopie. Donc, c'est possible d'avoir un bonheur absolu sans que ça soit une anti-utopie? Moi, je pense que non. il y a une superbe bande dessinée de SMBC, Saturday Morning Breakfast Cereal, où il a dit, il y a un savant qui a trouvé en 2020 l'équation du bonheur. Et on s'est rendu compte qu'elle trouvait son maximum avec une seule inconnue. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de rendre tout le monde heureux, on sacrifie le bonheur de tout le monde pour rendre Billy heureux. Ouais, j'ai Et compris. qu'en moyenne, le bonheur il était maximum comme ça. Bonsoir, Satan. Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez? On t'écoute, oui. Ok, très bien. Est-ce que vous On est tout m'entendez? oui. Bon, désolé. Bon, Je sais. Ouais. C'est moi qui vous écoutais. Est-ce que ça va? Bon, moi ça va. Oui, ça va. J'espère que vous allez bien. Très bien. Non, là vous touchez au problème de l'identité, c'est-à-dire on n'est pas la même personne si on nous reprogramme. Donc, est-ce qu'on récompense vraiment la personne qui méritait le paradis? Donc, il y a aussi le concept de justice dedans. Donc, non, c'est simplement une idée absurde. On essaye de rafistoler un petit peu par-ci, par-là, mais bon, il y a tellement de trous que... Ce qu'on appelle en rationalité les hypothèses ad hoc. Et bien sûr. Donc, on essaye de faire... Moi, je le vois comme un pantalon plein de patchs, plein de pièces, en fait. Au bout d'un certain moment, il faut changer de pantalon, quoi. Voilà. Non, mais Médusa est dans une situation un peu difficile. Moi, de mon point de vue, moi, je ferais au moins, pour une certaine période de temps, je ferais planer le doute directement. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas musulmane, je ne te le fais pas, comment dire, je ne te le dis pas explicitement, en attendant mieux. Parce qu'au moins, je prépare les personnes à, comment dire, à ce qu'un jour, je puisse justement tout avouer. Mais pour l'instant, je pense qu'elle est, enfin, je vais te parler directement, t'es très jeune et je pense que ta situation est délicate et la famille est très très importante. Donc, tu ne veux pas briser le cœur de ta mère, mais souviens-toi d'une chose, c'est que tu as ton frère déjà. Donc ça, c'est vraiment positif, parce que tu n'es pas seul. Donc il y a au moins quelqu'un dans ta famille qui est avec toi. Et puis peut-être ton père et peut-être la personne avec qui tu pourrais négocier un petit peu, discuter un petit peu. Et puis par son biais, peut-être les choses pourraient changer. Parce que ta mère, apparemment, elle est fermée et puis elle est dans une situation un petit peu difficile. Donc, moi, je pense il faudra laisser, enfin, il faut que le doute plane
pendant un certain moment. Et puis un jour, voilà, s'il faut le faire, il faudra le faire. Moi, j'ai une question. Parce que depuis le temps que je fais ça et que j'écoute les histoires, il y a quand même un schéma qui se dégage. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais il y a quand même une tendance quand même qui se dégage, ben, que les mamans sont beaucoup plus rigoristes que les papas. Je vous assure, hein, depuis que j'écoute les témoignages, il y a toujours cette tendance qui se dégage. Ben, il y a des exceptions, bien sûr. D'ailleurs, Shana, je crois que Shana en est une. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Je me fourvoie complètement. J'ai pas assez de statistiques, mais de ma connaissance personnelle, oui. Même aller plus loin, chez nous, en fait, ce n'est pas l'homme qui opprime les femmes, c'est les femmes qui oppriment les femmes, en fait, indirectement. Justement par cette tradition où les femmes sont plus conservatrices. En général, hein, bien sûr, il y a toujours conservatrices que les hommes en général. Est-ce que Et ce donc, serait... Pardon, oui. Lucifer. Non, je me demandais si ce serait pas un sentiment de frustration, mais dans le sens, c'est de sacrifier, en fait, et de se dire que si moi je me suis sacrifié, alors les autres doivent le faire aussi. Si moi j'ai eu la décence de le faire et de l'accepter. Je sais pas, c'est pas dans le mauvais sens, hein, mais... En fait, moi, il y a très racalé, vraiment, de 10 secondes. Il y a une histoire qui m'a toujours marqué. D'ailleurs, c'est l'occasion. Je suis avec des Français. Vous allez le confirmer ou peut-être l'infirmer. Mais j'ai toujours entendu une histoire qui dit que pendant la Révolution française, donc c'était à fond contre l'institution cléricale, donc quand il y a eu des gens qui se sont constitués comme ça en population pour aller carrément détruire les églises, parce que c'était le symbole quand même de l'oppression, et ben c'était des femmes qui se sont mises en travers de la route, ça veut dire, et qui ont, ce sont ces femmes-là qui ont protégé les églises. Moi, cette histoire, si elle est vraie, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais elle m'a toujours marqué. Pourquoi c'est des femmes qui ont protégé les prêtres et les églises? Pourquoi c'est pas des hommes? Moi, je pense, Jack, moi, honnêtement, si on prend cette étape-là, en fait, c'est l'accès à la science et le savoir. Donc, c'est relatif. Si les églises, dans les années, on va dire, c'est plus l'accès à la science et le savoir. Donc, c'était les femmes qui n'allaient pas plus à l'école, qui n'avaient pas plus accès à la science et le savoir. Mais actuellement, en fait, c'est plus l'éducation qu'ils ont reçue depuis l'enfance. Est-ce que, dans la famille, on les a poussés plus à avancer, ça veut dire au sein de la famille, ça veut dire qu'ils ont une éducation plus vers l'avant ou plus vers le conservatisme. En fait, tout est relatif dans la famille. Pour moi, tout est relatif à la famille. 90%, c'est l'environnement familial. Si dans la famille, il a eu des parents qui les ont éduqués au conservatisme, homme ou femme, c'est la même chose. Par contre, s'il a eu dans la famille des parents, malgré leur niveau d'instruction, malgré que peut-être qu'ils n'ont pas, on va dire, mais dans la famille, et c'est ouvert, c'est-à-dire qu'ils leur laissent le choix d'avancer, eh ben ils avanceront mieux que leurs parents. En fait, tout dépend de la famille. Aussi, je pense que c'est ma théorie personnelle, mais plus tu es confronté à des situations inattendues, plus tu gagnes en perspective. Et plus tu gagnes en perspective, moins tu es conservateur. Et les femmes, historiquement, les religions les ont, et parfois le patriarcat, pas nécessairement juste la religion, les ont enfermées dans un monde où il y a très peu de situations inattendues et très peu de perspectives. Donc nécessairement, parce que c'est des êtres humains, les femmes, elles deviennent conservatrices. Et c'est ma petite théorie personnelle. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup d'apostats n'ont pas apostasié parce que l'islam est bête ou parce que Mohammed n'est pas un vrai prophète. Ils ont apostasié parce qu'ils ont gagné de la perspective et qu'ils avaient vu qu'il y avait quelque chose en plus de l'islam sur terre. Voilà. Et pour ces femmes, je pense que c'est pareil. Comme elles ne voyaient que l'église et leur routine à la maison, parce que c'est là où on les a laissées, ben elles voyaient pas, quand tu enlevais les églises, elles avaient l'impression qu'on détruisait leur monde. Elles n'avaient pas la perspective de qu'est-ce que je fais une fois qu'il n'y a plus d'église. C'est ça, c'est ma petite théorie à moi.
Je pense que j'ai dit en fait une connerie en disant les femmes parce que il faudra préciser en fait les femmes dans un contexte religieux, c'est-à-dire comme l'islam par exemple. On dit chez nous que les femmes passent à travers 3 étapes. Oh, la petite mignonne, que Dieu la bénisse, la poupée et tout ça. Et puis la deuxième partie, c'est regardez-moi la traînée, voilà, la traînée qui passe, c'est-à-dire on va dire entre 14 ans et 60 ans. À partir de 60 ans, on cherche la bénédiction de la femme, en fait, parce qu'elle devient la grand-mère. Elle est respectée, la matriarche, en fait. Elle a même beaucoup plus de pouvoir que le père à la maison, en réalité. Je parle d'Afrique du Nord. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle garde le temple, en fait. Et il y a souvent ce problème qui se répète. Quand j'ai dit femme, c'est dans ce contexte-là. C'est pas dans la nature de la femme, bien sûr. Est-ce que si on prend la considération de... Ouais. Ah, parce que j'ai changé de... Juste On t'entend bien. par rapport à la place Est-ce que des femmes, c'est bien? Ça marche? Ok. Juste, s'il vous plaît, je vais devoir vous quitter. Oui, ça va. Je te cède le micro. Par rapport à la considération... Elle va partir, Karim. Laisse-la Ah. juste saluer. Non, c'est que je vais plus avoir de batterie, mais en tout cas, je te remercie, Jack, de m'avoir invité. Et voilà, on est ensemble, voilà. Merci Merci à beaucoup, tous. Shana. Salut tout le monde. Salut. Bonne soirée, ciao, ciao. Ciao. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouais, j'arrivais pas à dormir et j'ai entendu une voix de la Aïe, aïe, aïe. vérité. Comment je fais Et pour surtout couper une ça question qui me concerne. Je vais te faire descendre. Il va me faire descendre. Ok, au revoir. Non, Shana, pas Non, je plaisante. Non, j'ai entendu une question qui m'intéresse. Oui, pourquoi les femmes étaient là pour protéger l'Église? Ben, c'est juste Allah, il s'est trompé. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Voilà, c'est tout. Elles sont plus résistantes. On l'a déjà vu dans l'histoire. Aussi, le fait l'accouchement, quand elles sont convaincues d'un truc, elles sont plus hargneuses, tu vois. Elles sont plus, voilà, elles lâchent moins l'affaire. Bon, je veux pécho, donc voilà, tout court. Je ne suis pas dupe, mais je vais faire ça. Ouais, non, mais sérieusement, je le pense vraiment. Voilà. Bonsoir. J'ai entendu Amir dire qu'il voulait pécho, alors j'arrive. Moi, j'ai besoin de vous tous, ça. J'ai besoin d'avoir un feedback, si c'est possible. Donc, que ça soit de Karim, Alibaba, Cassius, Medusa, puisqu'elle est là, Satan, Amir et Tamor. D'ailleurs, j'ai invité aussi Aposta Kafir, mais bon, il n'a pas voulu. Peut-être qu'il tord. J'ai besoin d'un feedback. En fait, cette semaine est paru un article sur un journal qui s'appelle Charlie Hebdo. C'est un petit journal qui débute. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Et ouais. Et donc réellement, vraiment, vu qu'il y a que des personnes que je respecte ici, j'aimerais vraiment avoir un feedback et me dire, parce que mine de rien, même si je ne suis pas apostat, j'ai comme l'impression que je représente quand même un petit peu les apostats. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Amir, ou pas. Malgré moi, voilà, malgré moi. Ah non, faut arrêter avec cette connerie-là. Moi, je suis pas dans cette idée. Mais je suis pas apostat. Donc on me parle toujours de mouvement des apostats. Je m'en fous. Cassius non plus n'est pas apostate. Dari non plus. Et non mais je parle juste par rapport aux interviews que je donne dans les journaux et tout. Donc. Oui. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai comme l'impression que je suis devenu le porte-parole ou de. Je sais pas cette histoire de porte-parole. Moi, mon objectif le jour où j'ai commencé, en fait, j'avais passé presque 4-5 ans à essayer d'oublier l'islam. Et j'avais commencé à réussir à oublier l'islam. Et quand j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était nécessaire de replonger dedans pour défendre une cause, pour essayer de changer les choses et essayer d'éloigner petit à petit l'obscurantisme de la société. C'est ça mon objectif. Je m'en fous qui parle. Je m'en fous qui arrive à buzzer,
qui arrive à faire entendre cette voix-là, à partir du moment où on arrive à avoir de plus en plus de gens, ou en tout cas, même une personne, s'il y avait une personne qui arrivait à faire entendre un maximum ce cri, parce que c'est plus un petit message c'est un cri de douleur, de plein de choses, de la part de beaucoup de personnes. Médusa, je l'ai rencontré hier ou aujourd'hui, on a discuté, mais il y en a plein. Faut que ça cesse. Moi, je m'en fous que tu sois, je sais pas, juste athée, agnostique ou je sais pas, et le message et le combat te tient à cœur, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la situation des femmes, la situation des enfants te touche, et ben faut agir, voilà. Que ça soit l'islam ou d'autres idéologies, ben il faut se bouger, et peu importe celui qui buzz, qui arrive à porter ce message, et ben moi je suis content en fait. Moi ça me raccourcit le taf. Moi je sais que même si je dis à chaque fois je vais pas lâcher l'affaire et je suis motivé et tout, je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. En fait, moi je pars du principe que quand quelqu'un parle... J'ai eu une petite coupure. Je voulais juste finir et dire, je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, mais j'ai envie d'emmener le bâton, tu vois, faire le relais, l'emmener le plus loin possible. Voilà. Et passer le bâton à peut-être d'autres personnes. Le relais. Dans quelques années ou autre. Voilà, le relais. Donc, plus on le pousse loin, ce bâton-là, plus je serai heureux. Voilà. En fait, moi, je suis juste parti du principe que quand quelqu'un parle à ta place, même si tu es d'accord sur plein de points avec cette personne, peut-être même que tu l'aimes bien, eh ben, il va jamais dire, ton micro, Amir, il va jamais dire exactement ce que tu aimerais ou exactement ce que toi tu vas dire. Il y aura toujours des petites nuances. Et vu que je suis issu du monde de la communication et du marketing, parce que c'est mon domaine, je crois beaucoup au feedback. Je suis une personne qui pense que il y a 2 étapes très très importantes pour faire un bon travail. C'est la collecte des données et leurs analyses et le feedback. Voilà. Si tu fais très très bien ces 2 choses-là, c'est-à-dire comment tu vas collecter les données pour savoir quoi faire. Une fois que tu as fait, ben voir le feedback, c'est-à-dire collecter les retours qui vont eux-mêmes intégrer les données pour faire encore quelque chose d'autre. Donc les données, ça, on sait tous de quoi on parle. Quand on parle par exemple de l'islam, ben, c'est les textes, c'est les débats, c'est faire des débats, c'est regarder des débats, c'est la logique, la rationalité, les concepts philosophiques, enfin tout ça, c'est vraiment les données. En plus faire quelque chose et après faire le feedback qui est une étape très importante. Donc c'est dans cette optique-là que j'aimerais vraiment avoir l'avis que ça soit de Karim, Ali Babal, Cassius, Médusa, Satan aussi, j'adorais avoir l'avis de Satan, et le tien, Ali Babal, et celui de Dari. Est-ce que l'un de vous peut... Pardon. Est-ce que l'un de vous peut se sacrifier pour lire les quelques lignes de l'article, s'il vous plaît? Ouais. Il y a des gens qui passent un bon moment. Tout l'article, on se fait ou... Oui, tout, absolument. Vas-y. Déjà, ça permettra aux 2000 personnes de savoir de quoi on parle. On passe un bon moment. La question de feedback, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens à la lecture de l'article? Qu'est-ce que je pense à la lecture de l'article? Oui, est-ce que... Sur quoi vous êtes d'accord? Sur quoi vous aurez dit autrement les choses? Sur quoi vous aurez aimé les points peut-être à aborder que j'aurais pas abordé? Parce que mais là, on est sérieux. On est en train d'aborder un sujet sérieux. Elle nous écoute même pas, je suis sûr. En fait, parce qu'il y a plein d'interviews dans d'autres journaux français qui se profilent à l'horizon.
Voilà, déjà, même cette semaine, j'ai une autre interview à donner à un journal encore plus important que Charlie Hebdo en France. Voilà, je vais pas dire lequel quand l'article va apparaître. C'est la vous allez le voir. surprise. Est-ce que tu veux que je lise avant qu'ils donnent leur avis ou on les laisse donner d'abord leur avis? Non, Enfin, bien sûr, on lit avant. On lit Sinon- avant. De plus en plus d'athées et d'apostats se lancent sur les réseaux sociaux avec l'objectif de débattre des religions avec leurs plus zélés défenseurs. Parmi eux, un nom commence à se faire connaître, celui de Jack le Fou. Charlie a discuté avec cet athée affirmé qui ne voit dans la foi de ses contradicteurs qu'un endoctrinement entretenu par l'ignorance. Dans la petite galaxie des athées militants, des apostats et autres critiques de la religion, un nom commence à se faire connaître sur Internet et ses réseaux sociaux, celui de Jack le Fou. Fort de ses 52 000 abonnés sur YouTube, 33 000 sur TikTok, ce débatteur originaire d'Algérie, aujourd'hui installé en Amérique du Nord, est passé maître dans l'art de la joute oratoire avec les musulmans sunnites les plus zélés. L'âge réel d'Aïcha, le statut de l'esclave dans l'islam, le sort réservé aux incroyants, Jack le Fou ne refuse aucun sujet. Pour lui, les musulmans et particulièrement les jeunes francophones connaissent très mal leurs textes religieux, mais ont pourtant la certitude qu'ils sont parfaits. Charlie a discuté avec lui. Charlie Hebdo. Salut Jack, dis-nous, c'est qui Jack le Fou? Comment tu décrirais ce que tu fais exactement? Jack. Mon travail est politique, je ne vais pas m'en cacher. Mais ce n'est pas pour autant une démarche partisane. Je ne milite pas pour un parti politique, pour la gauche, la droite ou pour le centre. Mon travail est politique parce que j'ai commencé à le faire après avoir quitté l'Algérie, où j'avais vécu toute ma vie, dans un moment de frustration qui m'a poussé à essayer de comprendre pourquoi les gens croyaient en l'islam. En Algérie, j'ai vécu ce que l'on appelle aujourd'hui la décennie noire. J'ai vu des choses qu'un adolescent ne devrait pas voir. C'est-à-dire, je préfère ne pas faire revenir ces images-là, mais je peux vous dire que c'est à cause de ces événements que j'ai voulu comprendre réellement ce qui se passait et comment on pouvait commettre toutes ces horreurs au nom d'une religion. Je voulais réellement comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Moi, je ne croyais pas du tout à ces histoires de religion. Même Dieu, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de sérieux. Autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. J'entends par là des gens intelligents, des gens bien, des membres de ma famille, des gens que j'aime bien, qui m'aiment, que je respecte et qui me respectent. Et je ne comprenais pas que puisse dire que l'islam était parfait, que c'était une solution parfaite. J'ai donc voulu comprendre. À l'époque, Internet commençait à émerger et à la fin des années 90, début des années 2000, je me baladais beaucoup dans les forums, surtout américains et anglais. Du côté francophone, il y avait quand même un vide sur ce sujet-là. Charlie Hebdo. En France, c'est vrai, la mobilisation de la sphère athée et apostate est plus récente. Peut-être parce qu'on a été préservé du phénomène religieux plus longtemps ? Réponse de Jack. Oui, j'arrive au même constat. D'ailleurs, c'est ce qui pour moi explique mon petit succès sur TikTok et sur YouTube. Je m'adresse directement à la sphère francophone et principalement française. Mes abonnés sur YouTube sont à 80% français. Tu n'as jamais été musulman? Tu n'as jamais cru en Dieu? Non, je ne connaissais rien à l'islam. Je ne vais pas vous le cacher. Rien du tout. Je crois que ça ne m'a jamais intéressé. L'idée de ce Dieu qui envoie un livre, ça n'a pas percuté chez moi. Un Dieu qui envoie un livre, ça s'appelle un imprimeur, un écrivain peut-être. Ça n'avait aucun sens pour moi, alors j'ai laissé tomber. Mais il y a eu un moment fondateur, un moment heureux pour moi. Mark Twain dit « Les 2 jours les plus importants de la vie d'un homme sont le jour de sa naissance et le jour où il comprend pourquoi il est né. » Dans mon cas, il y avait vraiment eu un jour où j'ai compris pourquoi j'étais né. Je regardais un documentaire français sur l'Algérie, sur la décennie noire justement. Ça s'appelait « Algérie, l'autopsie d'une tragédie ». Le documentaire évoquait le FIS, le parti islamiste, et son programme politique qui consistait à dire « Il n'y a pas de programme, il n'y a qu'Allah, c'est ce qu'Allah a dit qui doit être la voie ». Dans ce documentaire, on montrait une marche des femmes en Algérie qui manifestaient pour leurs droits. Un islamiste demandait aux manifestants « Pourquoi vous marchez ?» Un homme lui a répondu « Je suis là pour défendre les droits de ces femmes ». L'islamiste lui a dit « Est-ce que tu vas aller contre la parole d'Allah et du prophète ?» L'homme répondait « Pourquoi vous me parlez d'Allah et du prophète? Je suis là pour défendre les droits de ces femmes. » C'est cette réponse qui m'est restée gravée. Aux invectives de l'islamiste, l'homme a continué de dire « Et alors ?» Je me suis dit que c'était ça la solution. Finalement, le « et alors ?» C'est-à-dire,
Ce jour-là, j'ai commencé à me demander Ce jour-là, j'ai commencé à me demander comment faire pour donner un poids politique tellement important à ce « et alors » qu'il écraserait les arguments des religieux. C'est un cri du cœur, si on veut. Aujourd'hui, le « et alors » n'a aucun poids politique. Le jour où il en aura réellement un, le jour où il écrasera la prétendue parole d'Allah, alors on pourrait parler d'égalité et de liberté. C'est après ça que j'ai commencé à débattre. Et c'est en débattant avec les musulmans, alors qu'ils cherchaient à me convaincre de les rejoindre, que j'ai commencé à connaître un peu l'islam. J'ai connu l'islam par le débat. Il y a 3 ans et demi, j'ai installé une application spécialement faite pour débattre. Et j'ai commencé à débattre de manière quotidienne, 6 à 8 heures par jour. Que de l'islam, même les week-ends. Donc tu n'as aucune connaissance universitaire sur l'islam? Tu vérifies, tu lis, tu te documentes? Je n'ai toujours pas de connaissances sur l'islam, je vous le dis ouvertement. Alors là, on voit, il y a un rire de la part de Charlie Hebdo, justement. Ce n'est pas ce qu'on a vu dans tes vidéos. Je vous jure, et pour être honnête, je n'en ai même pas besoin. Quand tu débats comme ça tous les jours, plusieurs heures par jour, avec plusieurs personnes, que chacun ramène des arguments, au bout d'un moment, je vous assure, il n'y a pas un seul argument que je n'ai pas entendu 1000 fois. Alors oui, j'ai réfléchi, je suis allée chercher des réponses. À chaque argument qu'on me présente, j'oppose les valeurs démocratiques, humanistes, des droits de l'homme. Et à chaque fois, j'entends les mêmes arguments. Alors j'améliore ma réponse et au bout de 3 ans, je peux même enclencher le pilotage automatique. Qui vient débattre avec toi? Des gens issus de tout le monde arabe, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Yémen, la Syrie, beaucoup de Syriens d'ailleurs. Il y en a un qui a débattu avec moi et à la fin, il m'a dit qu'il allait m'égorger et il m'a montré son AK-47. Donc je lui ai montré mes guitares, histoire de voir qui a l'outil le plus puissant. Et parmi les francophones, les débats en français ne représentent que 20% des débats que je fais. L'écrasante majorité des débats, je les fais en arabe. Les débats en français sont les vendredis et samedis soirs. Il y a des Belges, des Suisses, des Algériens, des Marocains, mais essentiellement des Français musulmans. Je demande toujours de débattre avec des musulmans sunnites, la branche majoritaire. À quoi ressemblent tes contradicteurs? Leur première caractéristique, c'est leur ignorance totale des textes. Mais en même temps, ils ont la conviction absolue que ces textes, dont ils ignorent tout, sont parfaits, qu'ils contiennent la solution à tout, que c'est une morale qu'il faut absolument appliquer. Cette conviction-là ne vient donc pas de la connaissance, mais vient de ce qui s'apparente, pour moi, à de l'endoctrinement. Le deuxième point, c'est leur absence totale de recul critique. Quand ils m'entendent parler pour la première fois, ils sont choqués. Ils sont choqués parce qu'ils entendent une parole qu'ils n'ont jamais entendue auparavant. Et enfin, il y a aussi des Français non musulmans qui viennent débattre avec moi. Eux aussi sont dans la méconnaissance totale des textes islamiques. Ces Français-là, quand ils essayent de débattre avec des musulmans, ils ne débattent pas sur les textes, mais sur le côté social, les droits, le voile dans les écoles, dans la rue. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux aller directement à l'essentiel. Je veux débattre des textes. Dans 50% des cas, lors d'un débat, il y a une dissonance cognitive qui se crée. Une dissonance cognitive? Ils ont leurs croyances et la réalité entre en contradiction avec ce qu'ils croyaient. Quand je leur donne des textes, les explications, ce qu'on appelle les hadiths authentiques, ils ne comprennent pas. Ils disent « Je pensais que cette personne, le prophète, était parfaite, le meilleur être humain qui n'a jamais vécu et que le Coran ne contient pas d'erreur. » Tu penses savoir réussir à en convaincre certains? Je reçois des centaines de messages par jour et je dois dire que 99% sont des messages d'encouragement. Beaucoup de gens me disent qu'ils sont sortis de l'islam grâce à moi. Il y a aussi des non-musulmans qui me disent se sentir apaisés, qu'ils ne sont plus racistes. En m'entendant parler, en voyant les débats, ils arrêtent d'amalgamer l'islam et les musulmans. Ils comprennent que si cette religion existe, c'est notamment grâce à l'absence de critique. Elle est pourtant primordiale. Et sous toutes ses formes, académiques, moqueries, caricatures. Si l'islam continue d'exister selon toi, c'est parce qu'il se fonde principalement sur l'ignorance mélangée à l'absence de critique possible du dogme religieux? Tout à fait. Mais c'est aussi parce que beaucoup de gens, en voulant critiquer l'islam, critiquent les musulmans en tant que population essentialisée. C'est pourtant contre-productif car ils vont seulement réussir à renforcer la conviction selon laquelle l'islam est la solution, qu'il incarne l'islam. La seule façon de permettre aux gens de ne pas faire d'amalgame entre leur croyance et leur identité, c'est que cette croyance soit critiquée de manière véhémente. Si elle prend des coups, qu'elle est traînée dans la boue, alors certains croyants vont prendre du recul par rapport à cette croyance. Ils ne vont plus confondre leur propre identité avec leur religion. Peut-être que je me trompe,
Mais je n'ai jamais eu affaire à un chrétien qui m'insultait ou me menaçait de mort parce que j'avais dit quelque chose sur son Jésus. Ça passe parce qu'ils en ont l'habitude. Ça passe parce qu'ils en ont l'habitude. Au contraire, si je dis la même chose à un musulman, il le prendra personnellement. Et c'est notre faute à tous. Depuis que je débat, je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 personnes avec qui j'ai discuté qui ont apostasié. Mais je fais surtout ça pour convaincre les gens qui nous écoutent, pas vraiment pour l'interlocuteur. J'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire. Je suis pour que les astrophysiciens intègrent l'endoctrinement comme 5e force de l'univers. Parce que je vous assure que leur endoctrinement est tellement puissant que j'ai parfois du mal à y croire. L'endoctrinement se sert de la peur. Ce n'est pas la peur de l'apostasie, c'est la peur de l'enfer. Ils craignent d'aller en enfer, de subir les châtiments de la tombe. Quand depuis petit, on te dit qu'à ta mort, on va te torturer dans la tombe, avant même d'aller en enfer, pour moi, c'est de la maltraitance d'enfant. Est-ce que tu as la sensation que quelque chose a changé sur la façon dont les athées se mobilisent, notamment dans la sphère francophone ? Ces derniers mois, je constate un sacré changement. Et j'aime à croire que j'y suis un petit peu pour quelque chose. Carrément. J'essaye quand même de donner l'opportunité à des personnes qui n'auraient jamais osé dire que des choses sur l'islam, même s'ils n'en pensent pas moins de s'exprimer. Je fais ça à visage découvert et je crois que c'est essentiel. Pour moi, il est hors de question que dans un pays démocratique, des islamistes décident à ma place. Si je laisse les fanatiques décider de ma vie dans un pays démocratique, à quoi me sert de vivre ? Finalement, t'es un peu devenu un prophète, non ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne pense pas. S'il y a un prophète, ce n'est pas moi. Mot de la fin. Merci beaucoup, Cassius. Avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Je sais que c'est fatigant comme exercice. D'ailleurs, je vais boire. Non, j'adore ça. C'est pour ça que je l'ai évité. Mais bon, vu que tu n'as pas trop parlé depuis le début, je me suis dit... J'adore rire. Mais à haute voix, c'est un autre exercice. Est-ce que quelqu'un veut me donner un feedback parce que vraiment ça m'intéresse? On va commencer si vous voulez. On commence par le haut ou bien par le bas. Non, vas-y, Karim, vu que tu as pris le Allez, temps. on va commencer d'abord par ton mort. Comme ça, on va faire défiler et remonter des gens aussi qu'on connaît par rapport au feedback, peut-être. Ton mort, tu es là? Oui, toujours. Donc tu veux commencer par moi, Karim, tu es l'animateur de la soirée, si j'ai bien compris. Ouais, c'est Karim l'animateur, oui. Alors, que dire je vais revenir sur ce que tu as dit au début, Jack. Moi, je te vois pas comme un porte-parole, mais plus comme un donne-parole. Tu vois, t'es pas le chevalier qui va défendre la laïcité, mais t'es juste le bouclier qui va qui va permettre aux gens, à des personnes, de venir témoigner sans se prendre des pierres sur la gueule. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que ton rôle est bien senti et bien cerné. Et il faut pas parce que dans ce que tu as dit, j'ai eu l'impression que tu avais un genre de syndrome de l'imposteur en mode mais moi je suis pas apostat, donc ma parole est pas légitime. Mais fondamentalement, dans tous les débats que tu fais ou dans les témoignages que tu amènes, c'est pas ta parole qui va compter le plus, c'est celle des gens qui vont venir soit débattre avec toi et montrer qu'ils ne connaissent pas leur religion, soit la parole des personnes qui vont témoigner de la difficulté à apostasier, des problèmes sociaux que ça leur amène avec leur famille, avec leurs proches. Et c'est ça qui est vraiment, que je trouve vraiment intéressant. Et en lien avec l'article, moi je trouve que l'article, il y a un petit peu de storytelling façon Charlie, parce que le journalisme est comme ça maintenant. Mais les idées, en général, sont bien casées. Je trouve peut-être dommage que le sujet de la marche des apostats ait pas été abordé. Mais... Il a été. Pas... Ils n'ont pas gardé. Ouais. Disons, alors, je sais pas. Je parle pas dommage que tu ne l'aies pas abordé, c'est dommage qu'il ne l'ait pas gardé, du coup. Mm-hmm. Mais il y a deux choses qu'ils n'ont pas gardées. Pour être honnête avec toi, c'est justement la marche des apostats et tous les autres qui font pratiquement la même chose que moi. Donc nous. Donc j'ai cité plein de noms. Ça aussi, ça n'a pas été gardé. Mais ça, Karim m'a donné une explication qui me semble tenir la route
pourquoi ils n'ont pas gardé. Bah, du coup, le fait que ça n'ait pas été gardé, je comprends mieux ton besoin de feedback. Parce que bah, Charlie te fait passer pour le porte-parole, alors qu'en fait, t'as voulu faire dans l'interview ce que tu fais ici, à savoir offrir une tribune aux gens, en fait. Plus que amener la lumière sur toi. Et c'est pas ce qui a été gardé dans l'interview de ce que je comprends. Et bah, ça fait que je comprends vachement mieux ton besoin de feedback. Je vais m'arrêter là et je passe la parole je redonne la parole à Karim qui distribuera la parole comme il le veut. C'est lui le donneur de parole aujourd'hui. Merci Thomas. J'ai fait monter Patou. J'aimerais bien avoir son avis aussi, Patou, par rapport à l'interview. Je le connais pas, Karim. C'est qui? Alors, je vais me présenter. Ah, je ne la connais pas, pardon. Bonjour Patou, comment allez-vous? Bonjour Cactus, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le serveur de Jack le Fou. Celui-ci étant momentanément occupé, merci de rappeler ultérieurement. Voilà. Non, c'était une blague que je voulais faire à Jack. En fait, Elle est très drôle. je suis... Non, Jack, je suis une voix off. Je voulais dire... Merci Cassius d'avoir lu, parce que j'aurais pas acheté Charlie Hebdo. Je ne savais même pas que Jack avait fait en fait une interview. Et je trouve, moi, de mon point de vue, en tant que Française, l'interview, je la trouve plutôt... Oui, elle est comme elle est menée en France. C'est-à-dire d'une façon très... c'est presque académique maintenant de faire comme ça. Mais au moins, ça apporte quelque chose, c'est que ça apporte du crédit à ce que tu fais, parce que les gens commencent à en parler, mais pas assez, je trouve. On en parle entre nous, mais finalement, en passant par la voie de la presse, la voie peut-être même télévisuelle, l'impact sera d'autant plus important. Le truc, c'est que malheureusement, c'est toujours pareil. C'est que si tu connais, ça passe ou ça passe pas, ça commence, j'ai l'impression, pour toi, Jack. Moi, j'ai essayé de faire passer ton message par le biais de certaines personnes et journalistes que je connaissais. Malheureusement, c'est que quand on n'a pas beaucoup de poids, les gens veulent pas trop se mouiller. Mais si toi, par ton biais, tu arrives à comment? Tu arrives à toucher les Français, justement, par rapport aux musulmans sunnites, qui sont très importants, hein. J'ai encore vu un live cet après-midi d'une personne qui était pro-islam sunnite, et honnêtement, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais merci pour ce que tu fais, parce que on en a vraiment, vraiment besoin. Sincèrement. Merci. Je peux pas dire grand chose d'autre, parce que j'ai pas de légitimité en tant que, je suis pas musulmane, je suis athée. Moi, je partage la vie de tous, et je suis une amie aussi de Clément Fraise. Et nous, notre cheval de bataille, c'est vrai que il est autre à la base, mais on n'aime pas les imposteurs et on n'aime pas les gens qui se foutent un peu du monde. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous, notre cheval de bataille, c'est beaucoup tout ce qui est voyance, la zététique, on aime bien un petit peu les contrer. Mais finalement, la voyance et la croyance, ça se ressemble tellement et c'est tellement proche que ça fait tellement d'années que je combats ces faux médiums que moi, quand j'entends quelqu'un qui combat la religion, ça me fait toujours plaisir. J'ai l'impression qu'on n'est pas si stupide et pas si abruti que ça, tout de même. Donc merci encore, je vais pas monopoliser. Je voulais simplement dire encore une fois que si Jack est occupé, merci de le rappeler ultérieurement sur le répondeur. Laissez votre message après le bip qui va suivre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci. Patou. Karim? Ouais. Ouais, j'aimerais bien des critiques, s'il vous plaît, parce que sinon... Pour les critiques, il faut monter à musulman sunnite. Hein. S'il a des bonnes critiques par bon feedback et tout, moi je... Personne parle, moi je donne le feedback. Moi j'ai des critiques, mais on t'entend pas, Alibaba là. Plus fort Alibaba.
T'entends pas. Non? Attends, on va tous fermer nos mics. Toi, il faut qu'on ferme tous nos mics pour que ton son soit... C'est bizarre. Pourquoi mon son il est plus bas quand vos mics sont ouverts? Ça n'a aucun sens. Là, c'est bon, vous entendez? Ou c'est moyen? Ok. Déjà, pour la première question, en fait, j'ai pas compris ta toute première remarque, Jack, qui était est-ce que je suis tête de proue des apostats ou est-ce que je suis chef des apostats ou représentant des apostats? Moi, je sais pas. C'est pour ça que je pense que tu devrais pas te présenter sous cet angle. Ceux qui se reconnaissent en toi, tu les représentes. Et ceux qui se reconnaissent pas en toi, tu les représentes pas. Donc, je continuerai de me présenter comme un militant athée. Et moi, je dirais, je reconnais le tort qu'a pu faire l'islam aux apostats et peut-être les droits dont ils ont besoin, la reconnaissance dont ils ont besoin. Et le combat des apostats s'inscrit aussi dans mon combat, mais ça veut pas dire que je les représente tous. Je tournerai les mots autour de ça. Un truc dans l'article, et je sais que c'est pas toi qui as écrit l'article, mais qui m'a pas plu, c'est que ça rentre pas dans l'art direct. Personnellement, j'aurais commencé, quand on me demande « dis-nous c'est qui Jack le Fou », moi j'aurais dit exactement « je veux ça parce que ». Le truc de cet article que j'ai relu maintenant attentivement, vu que tu as demandé le feedback, c'est que j'ai l'impression que les seules personnes qui peuvent comprendre cet article, c'est des gens qui te connaissent déjà. C'est parce que je connais Jack le Fou que là j'ai un deep dive en détail sur Jack le Fou. Si je connais pas Jack le Fou, je comprends pas trop de quoi ça parle. C'est un mec qui débat avec des musulmans sunnites, ok, mais pourquoi et pourquoi qu'est-ce qu'il veut et pourquoi il le fait? J'attends la fin de l'article pour l'entendre. Vers la fin, il y a une question qui est est-ce que tu penses que la façon dont les athées se mobilisent a changé? Ça peut être, par exemple, tout au début, tu vois. Je veux que les athées se mobilisent pour. Moi, j'aurais commencé par ça, un vrai message vraiment clair. Et pourquoi? Et le pourquoi je pense qu'il manque, et c'est sur ton choix personnel, hein, mais moi, sur la décennie noire, comme on dit, c'est-à-dire, j'aurais dit 2-3 exemples puissants, tiens. Ne pas faire revenir ces images-là, je sais que c'est dur, mais moi, j'ai un message à transmettre et tu vois, je sais pas pour vous. Moi, je suis désespéré d'obtenir des résultats. Donc, toute communication forte, elle me va. Et pour obtenir des résultats, je peux pas le faire tout seul. J'ai besoin d'alliés. Donc, quand je dis à quelqu'un, je préfère ne pas faire revenir ces images-là, comment est-ce qu'il va me comprendre? Je veux que les gens me comprennent pour qu'ils s'allient à moi. Voilà. Voilà quelques éléments sur ce que j'ai lu. C'est difficile pour moi, si je ne te connais pas, vraiment de comprendre ce que tu veux. Je pense que c'est ça ma critique première. Et je prends plutôt mon discours sur « je veux des alliés pour obtenir telle chose ». Ça, c'est ma personnalité. Toi, je sais pas ce que ce serait. Voilà. Voilà mon feedback. Et tu penses pas... Si je peux, parce que ça rejoint Karim. Vas-y, Karim. Tu penses pas, par exemple, s'il y avait une question sur ces projets d'avenir, ça aurait été intéressant, dans ce sens-là? Je veux parce que. Et je pense que ce projet d'avenir peut être... Ouais, dans le sens où s'ils avaient présenté ta chaîne dans l'avenir, que penses-tu? Pourquoi dans l'avenir? Et d'ailleurs, c'est une question que Sonia Zadig, elle pose dans son entretien aux apostats. La dernière question qu'elle pose, c'est comment vous voyez votre futur en tant qu'apostat avec la communauté française et avec la communauté musulmane. Donc, je pense une vision du futur, ça engagera beaucoup de monde si elle leur parle. Voilà. Et merci, Karim. Je peux, Karim? T'as dit pas mal de choses que je voulais remonter aussi. Moi, l'article, bien sûr, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir et je te l'ai dit. Mais c'est vrai que ça manquait de plusieurs choses. Là, bon, moi je te connais, du coup ça m'a pas surpris. J'ai pas appris de nouvelles choses. Je trouvais que ça ressemblait à ce que t'étais, donc les gens qui te connaissent pas allaient avoir un aperçu de qui t'étais, d'où tu viens. Mais effectivement, peut-être que c'était dans la partie marche ou un truc comme ça qui a été enlevé, je sais pas. Mais c'est ce qui m'a manqué, c'est pourquoi je fais ça. Et que dois-je obtenir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Et pourquoi vraiment ça me touche cet espoir que ça change? Et j'aurais compté justement sur la décennie noire, sur peut-être l'oppression, ou au moins le manque total de liberté, de conscience et d'expression que tu as pu avoir pendant des dizaines d'années.
je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu et j'aurais voulu que ça soit entendu, tu vois, parce qu'on en a déjà discuté, je t'ai déjà entendu en parler. Et je pense que voilà, ça aurait apporté un truc en plus. Mais sinon, globalement, moi, déjà, c'était une étape, quoi. C'est une étape de ouf. Moi, en fait, c'est pas forcément une critique dessus parce que je pense que tout a été, enfin, ce que j'ai pu relever a déjà été dit. Juste pour revenir à ce qu'a dit Ali Babal, je suis partiellement d'accord avec toi. Dans le sens où, oui, effectivement, ça met un coup de poing, etc. Et ce qui est choc marque forcément plus. Mais est-ce que c'est la bonne solution dans un numéro comme Charlie Hebdo ou Libération ou Figaro, je veux dire quelque chose qui est censé être partagé ou en tout cas lu par un bon nombre de personnes qui ne sont pas tous aussi réceptifs que certains d'entre nous peuvent l'être, tu vois. Est-ce que moi je trouve que justement cet article-là, il convient à peu près à tout le monde. Je pense que n'importe qui va le lire va pouvoir y trouver quelque chose. Mais effectivement, c'est intéressant ce qu'Ali Babal a dit, c'est que mettre un coup de choc peut faire passer un message un peu plus fort, ou de façon en tout cas plus directe. Par contre, une chose que tu as dit aussi, Jack, que tu passes un peu pour le porte-parole des apostats, c'est les médias qui décident. Et ça, tu pourras rien. Quoi que tu dises, tu aurais pu dire totalement les choses différemment. Si les médias ont décidé que tu étais le porte-parole, tu l'es. Et ils te feront passer pour le porte-parole s'ils en ont envie. Les médias choisissent. On le voit dans toutes les catégories, hein, que ce soit pour les célébrités, pour les porte-paroles, pour même les tueurs en série. Hein, c'est con, mais tu vois, par exemple, les noms de tueurs en série ont été donnés par des médias. C'est eux qui choisissent. Et je pense que ça, va falloir que tu t'y fasses si c'est le cas. Si c'est le cas, en tout cas, va falloir que tu t'y fasses. Voilà. Et que ça plaise ou pas, écoute. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Bonsoir. Alors, salut Jack. Bonsoir, Reham. Salut tout le monde. Je rejoins Ali Babal sur un truc. C'est vrai que si je savais pas ce que tu faisais, je me dirais mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Par contre, le simple fait d'être mentionné sur ce journal-là, en fait, dans Charlie, qui est de base un journal qui est pour la liberté, qui soutient la liberté d'expression, ça en dit grand en fait. Ça donne de la visibilité, ça rejoint tout ce qui est soutien à la liberté d'expression, vu que de base ils sont pour la défense de la liberté d'expression, la critique de la religion. Donc tout ça en fait est à prendre en considération, même si la façon, on va dire, dans l'article a été rédigée, bah voilà, on a certaines informations, mais on sait pas très bien ce que tu fais, si on t'a pas écouté ou on t'a pas regardé. Aussi, en fait, pour l'amplification de ton message, hein, être mentionné dans Charlie, ça peut t'aider aussi à amplifier le message et à amplifier le message des militants apostats en général. Ça peut, voilà, tu peux toucher un public plus large. Enfin, voilà, tout ça, voilà, je pense que c'est lié. Et puis ce que tu as dit au tout début, le fait d'être un porte-parole, bah là je suis un peu d'accord malheureusement avec Cassius. Je pense que t'as pas la main dessus et c'est pas toi qui choisis, c'est les médias qui vont choisir. Les gens qui vont se reconnaître en toi, bah ce sera le cas, et puis les autres, bah c'est comme ça. Après, est-ce que tu es légitime de parler de tout ça? Oui, parce que tu as quand même connu l'islam politique et ce qu'il a fait en Algérie. Donc je pense que ça c'est très important, que tu sois apostat ou juste athée. Oui, c'est légitime d'en parler. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur la légitimité, moi quand j'ai entendu la première phrase tout à l'heure, celle qu'a fait réagir aussi Ali Babal, j'avais l'impression d'être surpris que t'allais limite t'excuser, mais faut pas, hein. Je sais pas, moi je comprends pas en fait. Tout le temps que tu passes, mais toutes les personnes que je vois ici, ils passent beaucoup de temps à faire. Bah, s'il y en a qui considèrent qu'ils sont leur porte-parole, bah, et alors, c'est quoi le problème? Ils vont pas s'excuser quoi, je sais pas.
Exactement. Bah, t'es une personne qui va défendre les libertés individuelles, les droits de l'homme, tu vas être assez rationnel dans ce que tu fais, dans tes discours, dans tes débats, tu les gères très bien. Enfin, je vois pas pourquoi faut s'excuser. Oui, j'ai ressenti ça aussi, comme si il y avait, comme David disait, une sorte de syndrome de l'imposteur. Donc, alors que tu es très engagé, tu fais ça tout le temps en fait. Donc, Et la dernière phrase de l'article conclut très bien en fait. S'il y a un prophète, ce n'est pas moi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire que tu te sens porte-parole ou pas. En fait, on le voit très bien dans juste cet élément de réponse que tu ne te le sens pas, que tu ne te considères pas en tant que tel. Enfin, ça c'est mon avis. Je pense que du point de vue aussi des pays majoritairement musulmans, Jack, tu es apostat. Là, on applique l'islam religion d'État, tu es apostat. Oui, t'as pas eu le choix. Ils t'ont pas laissé le choix. Légalement, tu es un apostat en Algérie. Écoute, Jack, moi, si je dis que j'ai toujours été agnostique, je suis considérée comme apostat au Maroc. Enfin, c'est comme ça, c'est la loi. Donc, on n'a pas eu le choix. Donc, c'est comme ça en fait. Ça chipote, ça chipote. Peut-être Karim, vas-y, go, fracasse la baraque. On passe la lanterne. Okay. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, j'avais une petite réflexion sur justement l'article. Je pense que ce qui n'a pas été... T'as pas insisté suffisamment sur le pourquoi réel. Les apostats, s'ils le font, c'est bon déjà pour qu'ils se retrouvent entre eux et pour qu'ils arrêtent de se sentir seuls, parce que au-delà de la peine de mort qui n'est pas appliquée partout, etc., il y a aussi la mort sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, un des trucs les plus durs à vivre pour eux. Et c'est pour ça, je pense, que tous se réunissent et font ça, pour combattre cette mort sociale. Et j'ai pas eu l'impression, en lisant l'article, que t'insistes suffisamment dessus. Parce que quand les gens lisent l'article, ils veulent comprendre surtout pourquoi est-ce que tu fais ça. Et pourquoi est-ce qu'il est important de rejoindre ce combat-là. Donc, au-delà de aussi ce que vont subir les apostats, il y a aussi, s'il y a une montée, si on laisse l'islamisme, les idéologies malsaines de l'islam monter en France ou ailleurs, on va se retrouver avec des vraies conséquences en fait. Et j'ai pas l'impression que les conséquences réelles qu'on connaît tous ici aient été suffisamment dites. Mais sinon, t'as vraiment géré, l'article était super, voilà. Lucifer. C'est toi qui là, je suis en mauvaise passe parce que vous avez tout dit. Donc voilà. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faut rester positif. C'est déjà une introduction. Moi, je le vois comme une introduction. D'accord? C'est une introduction. C'est un grand pas en avant déjà parce que on est sorti des médias, on va dire entre guillemets alternatifs vers ça pourrait être la porte vers les mass médias déjà. Et ça, c'est très important. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut toujours prendre en considération cette interview. Peut-être c'est une erreur, je ne sais pas, j'en ai pas l'expérience, mais faudra la prendre en considération pour les prochaines interviews. Tu vois, c'est-à-dire voilà, j'ai dit des choses. Moi, je vois certaines choses qui sont unidimensionnelles. Je sais pas si ça se dit. C'est-à-dire on n'en voit qu'une seule dimension. Mais en fait, alors qu'il y a plusieurs dimensions en dessous quand on connaît la chose. Parce que moi là, je suis biaisé parce que je te connais, je connais tout le monde, je sais ce que tu fais. Mais la prochaine fois, c'est dû aussi aux questions. Mais la prochaine fois, essaye un petit peu de donner un peu plus de relief par rapport à ce que tu es en train de faire. Parce que là, on sent que c'est juste une seule dimension et que, en fait, pour moi, l'interview est linéaire. Voilà.
Je sais pas si c'est juste une impression ou c'est vrai, mais pour moi, c'est linéaire. Et là, dans les prochaines peut-être interviews, il y aura des journalistes qui vont te poser des questions, qui vont aller dans le vif. Et là, ça va donner beaucoup de relief et ça va donner beaucoup plus de comment dire, de consistance. Et c'est ça qu'il faut, en fait. Mais ce qui est très important, c'est que là, c'est une introduction. C'est, comment dire, c'est la porte qui s'ouvre. Et la prochaine fois, je suis sûr que tu vas, comment dire, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs au début, les interviews, quand on parle avec le journaliste, ce qu'on discute de l'interview premièrement, de ce qu'on va dire et tout ça, et puis après, voilà. Donc peut-être que tu pourrais orienter la chose un petit peu, tu vois, pour... moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit la lanterne, c'est le sens purpose. Purpose, le but, je sais pas comment on dit en français, le but, c'est ça le plus important. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi le but exactement? À long terme, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta notoriété, par exemple? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ton travail? Tu veux l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? Donc c'est ça. Pour moi, c'est ça le plus important. Peut-être que c'est une fuite en avant, mais moi, je préfère parler du futur, parler de projets et tout ça. Voilà. Merci. Ben, moi, je reviens un peu sur toi, parce que c'est, comme il a dit Alibaba, en fait, ça reste la première interview. Après, sur les prochaines choses qui vont se faire dans les médias, eh ben, ça fera plus, la personne de Jack, elle va être plus présentée de plus en plus. Et les gens vont se demander. Mais par contre, moi aussi, tu as un outil qui est ta chaîne YouTube aussi. Tu peux prendre l'interview et la développer, faire une vidéo de toi-même pour te présenter sur certains points, genre pourquoi tu le fais, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu peux développer en mettant une vidéo de ta part où toi tu prends les points évoqués et là tu développes une vidéo de 20-30 minutes tu parles de toi, ce qui n'a pas été, c'est-à-dire tu profites de ça et en même temps tu injectes ce que t'aurais loupé ou ce qui, voilà, en prenant en considération le support de l'interview elle-même et que les gens partageront dans ta chaîne éventuellement. C'est vrai que sur ta chaîne, il n'y a pas de vidéo de présentation, Jack. Et du coup, ça pourrait. On pourrait carrément organiser un entretien. Oui, tout en se basant sur l'interview de Charlie. C'est ça. Mais même en posant des questions, en posant d'autres questions, en rajoutant, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas été posées. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, j'adore les critiques, moi. C'est la chose la plus importante qui puisse exister, c'est vraiment les critiques parce que il y a plein de choses que tu ne peux pas avoir si la critique n'est pas là pour te les faire voir. Et effectivement, il y a plein de choses que maintenant voilà, ce qu'a dit Cassius ou Alibaba, Amir, Karim, Satan, Tomor, Reham aussi, et la lanterne. Oui, vous m'avez permis de voir des choses que j'avais pas vues. Donc, je vais prendre vraiment tout ça en considération pour essayer d'étoffer, d'apporter plus de relief, d'être plus clair. Et je sais pas si c'est une bonne idée de faire une vidéo de présentation sur ma chaîne parce qu'elle est pas dédiée à ça. Elle est vraiment dédiée qu'à une chose, c'est la rediffusion des lives. Parce que, je sais pas, des entretiens de ce type-là où je développe de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus exhaustive. Je pense que il y a la vidéo chez Zioclo, il y a la vidéo chez Irréductible.at, il y avait la vidéo chez Soleil Apostasie, je crois, ouais, c'est ça. Voilà, mais pour ma chaîne YouTube, j'aimerais quand même qu'elle reste sur un truc bien spécifique. Mais effectivement, vraiment, hein, les critiques que vous m'avez faites sont très intéressantes. Je vous promets pas que je vais tout prendre en considération et que ça va changer ce que je vais dire, mais je vais quand même essayer d'intégrer des éléments qui m'ont semblé pertinents. D'ailleurs, ce passage-là où vous me critiquez, enfin, vous critiquez plutôt mon passage
chez Charlie Hebdo, je vais le revoir plusieurs fois. Comme ça, parce que je suis sûr que déjà une seule écoute, il y a des choses qui m'ont échappé. Peut-être 2, 3, 4 écoutes. Prendre des notes aussi. Ce serait pas bête de ma part. et comme ça, oui. Et comme ça, je fournirai un travail de meilleure qualité. Sinon, j'ai pas parlé de syndrome de l'imposteur ou quoi que ce soit. J'ai juste dit, moi déjà, apostat pour moi, ça veut rien dire. Je vous l'ai déjà dit avant. Pour moi, apostat, c'est quelqu'un qui sort de la religion. Et moi, ça me dit rien, ça. Pour moi, ça a toujours été, c'est quelqu'un qui change de paradigme. D'un paradigme où il se soumet complètement à une autorité, pour de mauvaises raisons, pour un endoctrinement, à un autre paradigme où il se fait confiance. Où il embrasse la réalité. C'est dans ce sens où je vous dis que, je sais pas, je suis peut-être pas le meilleur placé pour parler de mouvement des apostats. Parce que moi, ce que je fais, c'est du militantisme athée. Vraiment, c'est du militantisme athée, pur et dur. C'est dans le bon sens et même dans le mauvais sens. Parce qu'il y a aussi un mauvais sens quand je dis mauvais sens, ça veut dire un sens qui peut choquer beaucoup plus qu'un mouvement des apostats. Et militant athée, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que j'essaye de faire en sorte que le maximum de gens soient athées. Je m'en cache pas. Voilà, c'est mon objectif. Ça l'a toujours été, ça sera, et ça l'est, ça le sera toujours. En tout cas, merci beaucoup pour le feedback que vous m'avez apporté. Je sais pas si vous avez... Allez, Baba, tu veux rajouter quelque chose? Je t'écoute. Oui, merci. Juste un mot aussi, si tu veux toucher la sphère francophone et française. Moi, je pense qu'une chose importante, c'est d'avoir de la perspective sur ce qu'ils ressentent. Et je pense que ce qu'ils ressentent, c'est et qu'ils pataugent dans une incompréhension de pourquoi ils ont reçu autant de haine et d'attentats. Et ils sont pas équipés pour gérer cette émotion. Parfois, j'ai vu par exemple les comptes rendus des procès du Bataclan, c'est des gens qui comprennent toujours pas des années après pourquoi. Et je pense qu'une partie de notre travail, c'est aussi de comprendre ça et de les équiper avec ça et de leur dire, on comprend ce que vous avez et moi, je comprends les attentats qui se sont passés. Je comprends parce que pendant les 25 premières années de ma vie, tous les jours, on m'a dit les mécréants, les mécréants, les mécréants, les mécréants. Mais c'est absurde pour quelqu'un qui n'a pas vécu là-dedans. Et du coup, c'est ça qu'on essaie de transmettre aussi. Et juste garder ça en perspective quand on leur parle, parce que mon objectif, c'est que ces gens deviennent mes amis. Voilà. Mes alliés dans ce combat. Un autre mot avant que je ferme? Si quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je sais que Amir aime bien les derniers mots. Hippopotame. Ah non, c'est... Il est que parité. Marque déposée. Willy, moi, ce sera, voilà. En tout cas, merci beaucoup, hein. Merci à tous d'être passés. Merci pour le feedback que vous m'avez apporté. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont demandé de monter, que j'ai pas Jack, pu... mets-toi en grand, parce qu'on te voit pas bien. Ah, ok. Merci. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont passés. Et merci encore pour les gens qui nous font confiance et qui sont toujours au rendez-vous, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur TikTok. Vraiment, merci beaucoup et ça me touche et ça me motive toujours encore plus. D'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai passé quand même quelques semaines où c'était fatigant, où j'étais fatigué, parce que je devais quand même trouver un équilibre dans mon emploi du temps, parce que c'était n'importe quoi. C'était, voilà, parce que il y a 1 milliard de trucs à faire, mais là, je pense que ça y est. Je pense que j'ai trouvé le bon rythme pour ne pas me fatiguer. Et j'espère que Cassius va trouver le rythme. Parce que je sais qu'elle est en plein dans le calendrier qui te pousse à être à cravacher, à être complètement fatigué. C'est juste une période, hein, Cassius. Voilà, je te rassure. Tu vas finir par trouver un bon équilibre. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, je pense, hein, c'est même sûr et certain, je vais rajouter plein de lives pendant la semaine.
J'ai pas encore fixé de jour. Ça sera pas le samedi, parce que je vais laisser quand même le samedi à Ali Babal. Mais s'il m'invite, je viens. Moi, ça me pose aucun problème. Et je vais aussi rajouter. Aujourd'hui, c'est samedi, donc on se retrouve à 20h, hein, Jack. Ouais, c'est samedi. Ouais. Pas encore chez moi. Mais vraiment, je vais rajouter des lives pendant la semaine. Je vais même rajouter au moins un live en langue arabe. Parce que j'y tiens, vraiment, j'y tiens. Un live en langue arabe où je sais pas comment je vais faire, mais peut-être pas ce compte-là, peut-être un autre compte, peut-être même ce compte-là, je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer de trouver un moyen de m'organiser. Voilà. Et aussi, les lives sur YouTube vont être tous les lundis. Vraiment, tous les lundis. Et j'aimerais, voilà, que s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, s'il y a des personnes intéressées, s'il y a des personnes qui veulent débattre, le micro est totalement ouvert, voilà, à toute personne qui voudrait s'exprimer. Surtout sur YouTube, c'est plutôt apaisé, c'est plutôt calme, et j'aime bien. Et merci Amir d'ailleurs pour ça. C'est lui qui m'aide beaucoup pour la bienséance et la bonne tenue des lives des lundis. Sinon, nous, on va se retrouver vendredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, bouddhistes, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Et soyez gentils, voilà, s'il vous plaît, parce que la vie est dure.